On est Antoine Bouch, on est des formes molles, on est des formes molles. On s'écoule par récurrence, on va couler somptueux. Antoine Antoine Bouch. On est fait avec le papier Antoine Bouch. On est du papier. On est du papier. Cordon électrique. On est du papier. Cordon électrique. On est Antoine Bouch. On est Antoine Je werd mee en dan gaat zo pieken. Ik had echt gedacht dat ik het alleen ging doen, of jou, maar dat is perfect. Hè. Ja, je voelde dat. En straks gaan we dat nog eens doen, hè, Ja. aan de mensen die later gaan komen. Oké, reprise. Hè? Voilà, het is dat. Antoine Bouch, tu parles aussi flamand. Ben voilà, ouais. Comme on a entendu là. Tu fais de la poésie sonore. En flamand aussi. En flamand aussi. Et en français, voilà. Et en français. Donc tu viens nous lire un texte, c'est le premier texte de ton livre. Voilà. On va pas raconter l'histoire, mais moi ça m'a un peu évoqué Retombée de sombrero de Brotigan par exemple. Est-ce que ça te... Je connais pas bien Brotigan. Je connais mieux Bukowski un peu, mais j'ai découvert après que j'avais beaucoup d'atomes crochus. Je découvre souvent après coup que j'ai des atomes crochus avec des gens, mais moi je fais ça à l'instinct en fait. En fait moi je viens de la poésie, etc., expérimentale, etc. Mais j'en avais ras le cul d'écrire des textes qui ont l'air compliqués. Et en fait, une histoire. Bah oui, c'est ça. Donc j'ai pris le contre-pied en fait, c'est parce que justement j'en avais ras le cul de m'adresser que à des gens qui sont intéressés par la poésie. Donc ici je voulais faire des trucs qui sont compréhensibles par tout le monde, quoi. C'est l'idée de base, parce que ça s'appelle tout public. Oui, on a bien compris. On imagine bien que quand ils arrivent près du puits, et qu'ils repêchent l'armoire, quand ils arrivent près du puits et qu'ils repêchent l'armoire, quand ils repêchent l'armoire, quand ils arrivent près du puits, quand ils arrivent près du puits et qu'ils repêchent l'armoire, quand ils repêchent l'armoire qui était effectivement tombée dans le puits, eh bien, ils se rendent compte que l'enfant n'est pas complètement mort, détrempé, en hypothermie totale, etc., mais pas complètement mort. Bon, Christophe Hittinger, bonsoir. Bonsoir. Tu vas nous présenter Pierre Morel qui vient de publier Blackbird aux éditions L'Employé du Mois. Oui, d'accord. Je connais Pierre très peu, mais un peu quand même. On était au festival de Frontignan. C'est là qu'on s'est rencontrés il y a 1 an. Et voilà, en fait, honnêtement, je connaissais pas très bien ce qu'il faisait avant et j'ai découvert après coup. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je présente Blackbird? Non, il va faire ça très bien lui-même. Il vaut mieux qu'il le fasse lui-même. Donc Pierre vient de publier Blackbird à l'Employé du Mois, ça on l'a déjà dit. Donc c'est l'histoire d'une bande de copains qui font un fanzine de bande dessinée. Et puis un beau jour, il y a un texte de loi à la con qui passe, un peu inaperçu au départ, et en fait qui déclare qu'à partir de ce jour-là, on ne peut plus publier librement de fanzine, il faut passer par un dépôt légal, avoir un numéro d'ISBN, etc. Et donc c'est des gens qui rentrent dans la clandestinité parce qu'ils veulent continuer à faire leur fanzine de bande dessinée. Et petit à petit, on tombe dans une radicalisation de la société, on va dire. Moi, ça m'a pas fait penser à l'affaire de Tarnac, évidemment, à la traque des anarchistes autonomes. Anarcho-autonomes. Les anarcho-autonomes, précisément. C'est un peu inspiré de ça, à la base où l'affaire de Tarnac, ça m'en a touché une, ça va faire bouger l'autre. Mais parce que c'est un peu un truc un soufflet qui s'est dégonflé. Mais l'acharnement qu'ils ont subi, ça m'a fait un peu halluciner, quoi. Michel Alliot-Marie, qui a rien lâché comme un petit chien qui lâche pas la jambe du pantalon, quoi. C'est un peu inspiré de ça à la base. Et en fait, c'est une loi qui abroge le prix unique du livre
et qui interdit l'autopublication si t'es pas affilié à un éditeur qui a un agrément de l'État. Et en pignon sur rue. Alors voilà, j'ai un peu mis le prix unique du livre dans le lot pour raccrocher à un truc qui existe pour de vrai. Comme ça faisait un peu mieux passer la pilule de ce qui n'existe pas, c'est-à-dire... Et en même temps, tu évoques aussi, on pourrait dire, la réalité d'un auteur de bande dessinée aujourd'hui ou d'un artiste quel qu'il soit. On peut imaginer la même chose pour des musiciens, par exemple. Le fait d'être confronté à un moment, enfin, tu as un personnage dans ton livre qui franchit le cap, en fait, qui va publier un bouquin chez un gros éditeur ayant pignon sur rue, donc qui a le droit d'être publié, pendant que ses copains, eux, sont pourchassés par la police. Alors la différence avec les musiciens, c'est que tout ce qui est musicien, ça peut être intermittent de spectacle, qui est un statut que dans l'illustre ou la BD, niette, quoi. C'est tu marches ou crèves, quoi. Après, c'est juste, j'ai mis ça à une bande de potes. Il y en a un qui franchit le pas, c'est juste pour montrer le contraste. Et franchir le cap, franchir le pas, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans ton précédent livre 3 déclinaisons où tu faisais évoluer des personnages contemporains, des genres de galériens contemporains, à la fois des intellectuels précaires, ou enfin des même pas intellectuels précaires, enfin des artistes précaires, intellectuels précaires, de gens qui étaient confrontés à faire des choix dans leur vie. Et il y avait 3 déclinaisons de choix, donc il y avait la lutte, il y avait l'exil, il y avait la clochardisation. C'était un peu un regard sur le monde contemporain. Oui. Non, mais la seule différence, c'est que dans 3 déclinaisons, c'est que des trucs dans un contexte réaliste. Là, il y a... c'est ultra réaliste, 3 déclinaisons. Bah, c'est réaliste tout court, quoi. Ouais. Et Blackbird, il y a un petit événement qui fait basculer dans d'anticipation. On est dans un postulat d'anticipation, effectivement. Ouais. Mais en même temps, ça raconte quelque chose de... Il y a des gens qui m'ont dit ah bon, ça existe, c'est là et tout, croyant que c'était un truc vrai, quoi, tu vois. Donc, ça paraît pas si invraisemblable que ça, quoi. C'est vrai qu'au moment d'Adopi, du contrôle d'Internet, on peut imaginer... Et alors, je connais un mec qui est écrivain, il m'a dit qu'il y avait une loi sur le numérique qui était exactement ça, quoi, qui interdirait aux gens de publier leurs propres trucs sous format numérique. Alors je pourrais pas te dire le détail du truc et tout, j'ai pas les références là, mais c'est exactement ça sur le numérique. Il faudra passer par des diffuseurs, des choses comme ça officielles. Et dans un livre plus ancien qui s'appelle Michel, l'employé du mois, on avait l'impression que c'est un récit qui sent largement l'autobiographie, sauf que tu t'es transposé en preneur de son. C'était un brouillon un peu de Blackbird, sauf que pour parler de trucs genre des petits métiers pseudo-artistiques ou pseudo-artisanaux et des galères, je l'ai transposé dans le monde de la radio, mais ça aurait pu être un musicien ou n'importe quoi, c'est juste... Ou un auteur de bande dessinée. Exactement. Tu vas pas me prendre en photo là, tu lis pas de photo, tu triches. Ah ouais, oh là là. Ce sera tout pour aujourd'hui ? Ben moi ça va. Hein. Ça va ? Bon, je vais aller embêter quelqu'un d'autre. C'est qu'une foule gigantesque de réfugiés du tiers-monde vient d'arriver par convoi entier, et que cette foule a décidé d'installer son campement juste dans le jardin complètement délabré de la femme en question. C'est un super téléphone. C'est pas un téléphone, c'est un enregistreur. Martès Battery, bonsoir. Bonsoir. Charmant. Je viens de publier un livre aux éditions Uchi Kuchi. Uchi Kuchi. Uchi Kuchi. Donc il s'agit d'une adaptation d'un conte... Non, 3. De 3 contes, autant pour moi. Leaf Hearn. Ouais.
Et à ma gauche, j'ai Gérald Auclin qui vient de publier chez Uchikochi aussi un livre adapté de Daniel Arms, de textes de Daniel Arms, donc de contes de Daniel Arms, de contes pour enfants. Ouais, de textes courts, de poésie, d'extraits de journal intime, de plein de choses. En fait, surtout des contes absurdes, on va dire. Ouais, surtout ça. Ouais. Des contes absurdes. Et l'Afcadio Hearn, en l'occurrence, des contes pas si absurdes que ça. Non, des contes cruels, des contes de fantômes, des histoires de fantômes en fait. Des histoires de fantômes. Des histoires de fantômes japonais. Japonais. De l'Afcadio Hearn, donc voilà, surtout écrit sur le Japon, qu'on connaît pour ça en tout cas. Voilà, c'est ça. Il a écrit sur d'autres choses. Oui, il a aussi fait l'Afcadio Hearn, c'était. Au revoir. Pardon. C'était un journaliste et écrivain, collecteur de culture populaire, qui a aussi collecté en fait dans la première partie de son travail dans l'Atlantique Sud-Ouest, enfin près de Cuba, à la Réunion. Non, pas la Réunion, pardon. Il en a fait des livres. Oui. Guadeloupe. Non, mais tu sais, la partie américaine des îles des Caraïbes, ouais. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Tout le bordel. Et ensuite, il a eu des déboires assez effroyables, je crois, aux États-Unis, et il a fini par échouer au Japon. Et il est resté au Japon, un peu par accident, jusqu'à la fin de sa vie. Il s'est marié, il a pris la nationalité japonaise, il a même changé son nom et il a eu un nom japonais. Et il est devenu extrêmement connu grâce à ce collectage de contes populaires qu'il a fait pendant une bonne dizaine d'années. Dont les Japonais gardaient des traces, ou c'était de la tradition orale? Les Japonais de leur côté, ils collectaient aussi ces contes-là. Oui. Alors on trouve dans les collections type Gallimard Orient, etc. Il y a des en poche, il y a plusieurs recueils de contes japonais, mais qui sont écrits de façon très, un peu sèche finalement. Et lui, il les a occidentalisés au niveau du récit, de la façon de raconter la chose. Exactement. Ouais. Parce que lui était en même temps traducteur de tous les grands écrivains français de la période la plus fast. That's the sound of the police. Yes. De toute la période la plus grande période du roman français. Il a traduit Victor Hugo, il a traduit, je crois, Mérimée, il a traduit Mallarmé, il a traduit. Il traduisait le français aussi. Il traduisait du français en anglais pour les Américains. Ok. Et donc il avait une formation littéraire classique 19e siècle, quoi. Et il a réécrit ses contes collectés à la manière de Baudelaire qui traduit Poe, ou en tout cas d'une manière qui introduit le suspense. C'était juste de la traduction, ou est-ce que c'était lui-même déjà une réinterprétation, je pense. Enfin, vu les contes que moi j'ai trouvés à l'origine dans ces textes japonais qu'on peut trouver de collectage antérieur, lui-même les a réécrits, pour les dramatiser et pour leur donner une patte occidentale. Une patte occidentale qui fait que ça, finalement, c'est des contes qui ont été adaptés au cinéma, qui ont une véritable teneur d'angoisse. Voilà. Et moi-même, je les ai réadaptés. En connaissant les contes japonais, en l'occurrence aussi. Oui. On peut dire que tu as mis une patte de l'Afcadio Hearn et une patte de contes japonais que tu avais pu lire en direct sans. Ouais, et puis surtout, moi c'est vrai que je connais pas mal le Japon, et c'est vrai que ma période de prédilection du Japon est une période postérieure, plutôt du XXe siècle, et je les ai retranscrits dans le Japon du XXe siècle. Voilà.
En gros, juste après la guerre. D'accord. Gérald, on revient vers toi. Donc toi, c'est Daniel Arms que tu as choisi d'adapter. Donc un auteur russe, qu'est-ce qu'on peut dire, un peu passé aux trappes des oubliettes de la littérature pendant un moment, qui a été redécouvert sur le tard, qui a eu quelques soucis avec la police stalinienne. L'histoire au-delà de l'histoire de Harms, l'histoire de la lecture des textes de Harms, elle est un peu compliquée parce que c'est un auteur qui, pour vivre, son travail alimentaire, c'est d'écrire des textes pour enfants en fait. Mais au-delà de ces textes pour enfants, il a publié de son vivant, il a publié que 2 poèmes, parce que c'est un poète avant tout. Et l'histoire de la publication de textes de Harms, c'est un peu compliqué parce qu'il a été réprimé très sévèrement aux années 30, qui est l'époque, les années 20 et les années 30, qui est l'époque à laquelle il écrivait. Et il a été réhabilité au milieu des années 50, mais ces textes ont été réédités tardivement. Donc ces textes pour enfants ont été réédités au début des années 60, je crois. Et ces textes pour adultes, qui sont les textes, la plupart des textes que j'ai adaptés en fait et les plus connus, c'est beaucoup plus tardif, c'est les années 80 même. Mais c'est un auteur dont les textes circulaient clandestinement aussi. C'est une histoire assez complexe de toute l'avant-garde russe, qui était à la fois interdite, mais il y a eu beaucoup de circulation de ces textes par des biais clandestins, ce qu'on appelle le samizdat, donc qui est l'édition clandestine, mais littéralement ça veut dire auto-édition. En fait, c'est l'édition par soi-même. Potlatch. Et donc ça a beaucoup circulé. C'était quand même assez connu dans les milieux intellectuels dans les années 50, 60, 70, etc. en Russie. Et c'est un auteur qui est très très populaire depuis la fin des années, qui était très populaire sur ses textes pour enfants depuis les années 60, qui est très populaire maintenant depuis les années 80-90 pour tous les autres textes. Donc c'est des espèces de contes, c'est écrit sur le mode du conte, c'est des espèces de textes absurdes mais très réalistes, en même temps très noirs, très sombres, qui vraiment racontent la vie quotidienne dans les années 30 sous le stalinisme, dans les appartements communautaires, dans la rue, pour acheter de la bouffe, pour l'histoire de mecs qui disparaissent. Enfin, vraiment, c'est à la fois complètement décalé, complètement absurde, mais toujours ancré très très fortement dans la réalité en fait. Et toujours très simple. Est-ce qu'on pourrait dire que Charlie Schlingo est le Daniel Arms français? Je sais pas si on pourrait dire ça. L'histoire de Charlie Schlingo est un peu moins tragique quand même, mais il y a peut-être c'est pas impossible qu'il y ait une correspondance. Mais c'est un Schlingo, un auteur que j'adore, c'est pour ça que tu poses la question d'ailleurs, je suppose. Non, parce que c'est vrai, quand on lit ton livre, c'est des histoires qui n'ont pas de fin, souvent, ou qui ont une fin absurde, une fin que l'on s'attend pas. Enfin, il interrompt son histoire et puis c'est tout. Enfin, il y a un côté quand même dans le non-sens. Il faut comprendre aussi qu'il a une manière d'écrire ces histoires qui est très particulière aussi, parce que c'est des textes qu'il écrivait dans des carnets pour lui, comme si c'est très bien qu'il allait jamais les publier en fait. Donc il faisait partie d'un groupe qui s'appelait la Borlechinari, puis après l'Oberiou, et qui se réunissaient tous dans. C'est plein d'écrivains qui sont redécouverts depuis les années 80 en fait, comme Alexandre Vedinsky, comme Vaginov, comme plein de gens comme ça, quoi. Qui c'était un groupe, on va dire, d'une dizaine de personnes, et ils se réunissaient dans les apparts des uns et des autres pour se lire leurs textes, pour discuter, de plein de choses, de philosophie, de littérature, de la vie, vraiment de choses très très diverses et variées. C'est des gens qui étaient proches, philosophiquement ils étaient proches de Malevich en fait. Alors ce serait une autre discussion, c'est un peu compliqué, il faudrait rentrer dans la pensée de Malevich. Mais je vois que ça te fatigue déjà, donc on va pas y aller. Mais donc il écrit, cette écriture qui est un peu interrompue, elle est liée simplement au fait qu'il écrit dans ses carnets, et puis il essaie de développer une idée, puis s'il n'arrive pas à la développer jusqu'au bout, il s'arrête. Il va pisser, il interrompt son histoire, c'est un peu ça. Ça se termine comme ça. Et c'est aussi qu'il était dans une pensée où le monde n'avait pas de sens, enfin le monde n'avait pas de finalité, donc il n'y a pas de raison que l'histoire en ait une aussi, il n'y a pas de raison que l'histoire ait un début, une fin, et qu'il se passe un événement qui ait un lien de cause à effet. Il n'y a pas de raison. Et en fait, quand on
relit les textes de Harms en relisant aussi ce à quoi il se référait, donc notamment entre autres Malevich, on se rend compte que il se moque en fait. C'est très très parodique. Il se moque de toute une forme de science, toute cette pensée très cartésienne qui était très forte dans les années 30, parce que c'est le matérialisme historique. C'est vraiment une pensée, la pensée bolchevique. C'est un truc qui se veut très scientifique. Il se moque des liens de cause à effet. Il se moque de la science vraiment. Il fait un monde où il y a plein de liens de cause à effet dans Harms, mais qui sont complètement débiles, qui n'ont aucun sens vraiment. Il y a par exemple un personnage qui va acheter un objet et ça va lui faire perdre un autre objet, qui va lui faire perdre un autre objet, et du coup il va avoir un trou dans l'œil. Ça n'a pas de sens, mais il va écrire ça de manière en apparence très logique. Et donc derrière tout l'humour de Harms qui peut paraître complètement débile, proche de Slingo, en fait, il y a un point de vue philosophique très fort et très marqué en fait. Il y a un peu de nihilisme aussi, il y a un peu de laisser aller quand même. Je suis pas sûr que ça soit du nihilisme, mais comment dire, laisser aller existentiel. Ils sont dans une époque où c'est pas du rien à foutre, parce que c'est une époque où tu peux pas en avoir rien à foutre, parce que c'est une époque où les mecs, la plupart des amis de Harms, ils ont fini fusillés au goulag ou morts de faim, etc. Donc Harms lui-même est mort en asile psychiatrique, il est mort de faim quoi. Donc ils sont morts de manière tout ça c'est tragique quand même. Il y a très très peu de survivants du groupe d'écrivains de Harms. Et donc c'est pas du nihilisme, c'est pas du rien à foutre. On peut en avoir rien à foutre quand le monde s'écroule autour de soi en même temps. Mais c'est plus une espèce de réaction face à une situation tragique où on va dire le seul moyen de réagir face à cette tragédie, c'est de rire de tout et de la chose la plus dure, parce que c'est très très noir Harms. C'est vraiment extrêmement sombre. C'est des histoires de gens qui se font, même si c'est toujours écrit comme un texte pour enfants, c'est toujours des histoires de gens qui disparaissent, qui se font taper dessus, qui se prennent des coups, qui sont écrasés par des pierres. C'est extrêmement violent en fait. Entre Suran et les Monty Python. Ouais, peut-être. Tchekhov aussi quand même. Ouais. Tu vois dans les contes absurdes les contes de Petrograd, c'est ça hein, Ah non, c'est Gogol ça. C'est Gogol. Gogol, voilà. Ça fait penser à Gogol, ouais. Ouais, oui. Et même il y a une filiation à Gogol, c'est clair. Les petites piècettes de Tchekhov aussi, c'est quand même une tradition en Russie de ce type-là d'écriture. Mais c'est possible parce qu'en Russie, que ça soit en Russie tsariste ou en Russie bolchevique ou en Russie actuelle, d'ailleurs, ils ont une grande tradition aussi au niveau de l'État, qui est la tradition de la bureaucratie. Et donc l'absurde, ils le font en littérature, mais ils le font très bien. C'est pas un hasard, c'est qu'ils le vivent tous les jours. Moi, j'ai un souvenir vraiment incroyable. Je crois que c'était ma première fois où j'étais en Russie, où il y avait, je parlais quasiment pas russe, et on s'est fait arrêter avec ma femme, qui est donc Anna, qui est aussi la traductrice du livre, enfin qui a traduit les textes de Harms aussi pour ce livre. Zaïtseva, voilà. On s'était fait arrêter dans un parc, on buvait une bière dans un parc, et on se fait arrêter par des flics, et je comprenais pas ce qui se passait et tout. Puis j'ai vu que les discussions étaient assez animées, tu vois, c'est assez volubile, assez énervé, autant du côté des flics que d'Anna et tout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et en fait, ils étaient en train de négocier le pot de vin, genre, mais on va foutre une amende. Non, mais attends, on va discuter et tout. Mais non, mais alors 500, non, pas 500, 400. Non, mais attends, à 350 et tout. Et c'était complètement hallucinant. C'était une situation que j'avais jamais vécue en France, quoi. Il y a un espèce de mélange entre un espèce d'arbitraire, une bureaucratie très forte, des lois extrêmement précises, et puis un tel bordel dans ce pays. C'est hallucinant, en fait, quoi. C'est tout un poème, la Russie. Je confirme avoir fait quelques séjours. La bouteille, disons, est restée. Mais alors, où est le spiritueux? Il était là il y a un instant, et maintenant il a disparu. Pourtant, Nikolai Ivanovitch n'existe pas, dites-vous. Comment cela se peut-il? Là, nous nous perdons nous aussi en conjecture. D'ailleurs, où en sommes-nous? Nous avons donc dit que rien n'existait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de Nikolai Ivanovitch. Et si rien n'existe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, cela signifie que la bouteille elle non plus n'existe pas. C'est bien ça. Mais d'autre part, prêtez attention à la chose suivante. Si nous disons que rien n'existe ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, alors se pose la question de savoir à l'intérieur et à l'extérieur de quoi? À voir, il y a quand même quelque chose qui existe, ou peut-être pas. Dans ce cas alors, pourquoi dit-on à l'intérieur et à l'extérieur?
Non, c'est clair qu'il y a là une impasse. Et nous-mêmes ne savons que dire. Au revoir. C'est tout. Est-ce qu'on peut dire que Richard Brotigan est le Daniel Arms américain? Bah, c'est vrai que je ne sais pas qui est Richard Brotigan, donc... Martès, est-ce que tu sais qui est Richard Brotigan? Je connais son nom, mais j'ai jamais rien lu de lui, donc je peux pas... Pourtant, il a pas mal écrit sur le Japon, ça aurait pu... Mais je sais pas, je peux pas répondre à ta question. Je dis ça parce que dans... Le truc de Richard Brotigan, il a écrit L'art de la pêche à la mouche sèche, et dans son livre, il dit, un jour, l'art de la pêche à la mouche sèche se faisait chier, il savait pas quoi faire, il était dans son hôtel, alors il a décidé de sortir, et puis l'art de la pêche à la mouche sèche a ouvert la porte et il est parti. C'est ce genre d'histoire. C'est la pêche à la truite en Amérique. Pardon, la pêche à la truite en Amérique. C'est ce genre d'histoire. Une intervention de Thomas Gros-Agro-Valère. Non, je parlais de Brotigan parce que on est dans les formes courtes, on est dans l'absurde total, on est dans le désespoir aussi, dans l'humour et le désespoir. Brotigan, il s'est tiré un coup de fusil de chasse et que je connaissais moins Daniel Arms, mais que le passage qu'il a pu me lire là, ça m'a tout de suite fait penser à Richard Brotigan. Voilà, c'était une lecture de Gérald Auclin, de Daniel Arms donc. Bravo. Martès, un mot pour terminer? Non, merci. C'est nickel pour une fin. Les abeilles remarquent une fleur qui l'intéresse particulièrement. Les abeilles remarquent une fleur qui l'intéresse particulièrement. Il s'agit en fait du trèfle blanc. Hubert Artus, bonsoir. Bonsoir Guillaume Dumorat du Montonnerre, Amélie Dumonton devant l'église Julien Lacroix. Tu viens de publier Donkey Foot aux éditions Don Quichotte. Certes. Vous êtes Colombo, vous êtes Colombo. Et voici une de mes deux éditrices. Donc une des deux éditrices. Bonsoir. Bonsoir. Camille Yvonne Rosenstein, qui s'est mariée il n'y a pas longtemps, faut pas se planter. Tout arrive dans la vie. Tout arrive. Donc Hubert, Donkey Foot, c'est un dictionnaire historique. Rock historique et politique. Rock historique et politique du football. Ouais. Donc, je suis un intervieweur de compétition. Faut que je refasse le 4e de couverture. Et non, mais j'ai un peu lu le livre. Enfin, je l'ai pas lu en entier, mais j'ai un peu lu le livre. Tu l'as pas lu en entier? Non, mais j'ai pas eu le temps. Comme si un libraire avait le temps de lire des livres. Mais non, mais attends. Par exemple, on en parlait là. Par exemple, on peut très bien commencer à Grace Kelly. C'est la princesse de Monaco et c'est elle qui a dessiné. Ça, je l'ai découvert en l'écrivant, en checkant des infos et tout. Que c'est elle qui a dessiné le maillot actuel de l'AS Monaco. Et après, on peut se balader. Et après, on va de l'équipe d'Algérie, on va au football ouvrier, on va. Je vais raconter juste une histoire qui est une des plus belles en plus. Je connais l'histoire d'Adidas, mais raconte-nous une histoire que tu as envie de raconter. Une autre. À Haut comme ouvrier. Et je savais que à Sedan, il y avait eu une équipe qui avait été la dernière grande équipe amateur de France, fin années 50, début années 60, et qu'ils avaient gagné la Coupe de France, alors qu'ils n'étaient pas pros. Je savais que dans cette équipe, il y avait Zachary Noah, qui est le père de Yannick Noah. Mais je savais que ça. Et puis je commence à checker les infos, je refais un peu le contexte, je rencontre celui qui avait été le médecin de l'équipe à l'époque, je rencontre divers anciens joueurs et puis ils me racontent tous un peu le contexte quoi. Et puis ils me disent voilà, ils me racontent toute l'histoire. Et donc le club de Sedan, il avait été acheté par des mécènes, et les mécènes c'est les frères Laurent qui tenaient les draperies sedanaises, et donc ils avaient avec les draperies sedanaises racheté le club. Ils avaient dit aux joueurs on veut pas que vous soyez pro parce qu'on veut pas que vous versiez dans les primes, dans le business et machin. Donc on vous emploie la journée. Vous avez un emploi sûr et une voiture sûre et un appartement sûr. Donc vous vous levez le matin, vous vous entraînez à 6h, après vous allez à l'usine. De rugby, des belles années. Comme ça. Et vous vous entraînez le matin, vous allez travailler la journée. Alors certains cousent, d'autres sont sur les machines, d'autres vont livrer les draps. Et le soir vous entraînez, enfin l'après-midi. Et après vous avez... Mais nous on vous paye pas, on vous emploie aux draperies. Voilà. Et donc c'est une grande histoire qui a duré toutes les années 60 et ça a fait que ces joueurs qui couraient pas après le résultat, qui couraient pas la prime, ils jouaient quand même pour l'utopie, pour le beau jeu et tout. Et dans ces joueurs il y avait donc entre autres Zachary Noah qui est le père de Yannick Noah. Et c'est pour ça que Yannick Noah en 60 il est né à Sedan. C'est une épopée qui a duré 14 ans jusqu'en 74 et à la fin de l'épopée il y a un type qui s'appelle Roger Lemaire. Et ça j'ai découvert en checkant des infos par rapport au bouquin. Et Roger Lemaire c'est qui? C'est donc un des derniers grands footballeurs ouvriers de Sedan et c'est celui qui a été sélectionneur de l'équipe de France entre 98 et 2002. Et c'est par rapport à cette histoire-là
que j'ai pu trouver trace de Roger Le Maire qui ne cause plus aux journalistes. Parce que depuis 2002, qui s'est fait beaucoup taper dessus et tout. Et donc je suis un des rares journalistes qui a été interviewé. Et pour ces deux choses-là, pour les Bleus et pour Sedan. Et il a voulu me rencontrer parce que je pouvais lui parler d'autres choses que Zidane, le dopage, les putes et machin, dont on a parlé aussi, hein, et dont il est question dans le Donkey Foot. Et donc voilà, donc c'est une des multiples histoires qu'il y a dans cet ouvrage que grâce aux éditions de Don Quichotte et à Camille von Rosenschildt, j'ai pu écrire et publier. Non, je vais pas te demander de raconter la légende d'Adidas. Pardon ? La légende d'Adidas en 2 mots. En 2 mots, parce qu'après faut la relire, mais c'est pas le seul. J'ai pas vu de femme. À l'origine d'Adidas, c'est la famille Dassler, donc début 20e en Allemagne. 2 frères, Adolphe et Hugo. Et qui fondent tous les deux Adidas. Dans votre public, il n'y a pas de femme. C'était tellement. Non, pardon, faut que j'en prenne à zéro. Il faudra faire un montage. Parce qu'au début, c'est le père, pardon, qui s'appelle Adi Dassler. Et qui monte Adidas dans les années 10-20 en Allemagne. Ça commence à marcher. Et il monte donc cette boîte qui est Adidas. Allemande. Et il fait des espadrilles. C'est lui qui a fait les chausses de Jesse Owens, les espadrilles de sport à l'époque. Donc Jesse Owens qui arrive vainqueur du 100 mètres devant Hitler en 36. Mais c'est des espadrilles à l'époque, hein, des espadrilles avec une semelle en caoutchouc et pas en paille, quoi. Et Adidas meurt et son empire va aux 2 frères. À ses 2 fils, donc 2 frères, qui continuent à faire marcher le truc et qui, pendant la guerre, ont comme obligation d'habiller la Wehrmacht. Donc ils choisissent d'habiller, de chausser pour le coup la Wehrmacht. Mais eux, pendant qu'ils chaussent la Wehrmacht et pendant qu'ils vont un peu avec la Wehrmacht sur les zones de combat, ils délèguent le pouvoir de la firme à leurs femmes respectives, qui s'embrouillent. Et donc après la guerre, les 2 frangins forcément s'embrouillent puisque leurs femmes se sont embrouillées. Donc du coup, ils s'embrouillent entre eux. Séparation. L'un des 2 fils gardera Adidas et l'autre fils fonde Puma. Et c'est comme ça que Puma et Adidas ont été, c'est des firmes confraternelles en fait, mais ça vient de la même famille, Dassler. Voilà. Adidas, Puma, on n'est pas censé faire de la pub ce soir pour les marchands de chaussures, mais c'est l'anecdote qui fait le larron. Merci Hubert. Merci. Aude Picot, bonjour. On est lundi, 2 jours après le lancement en fanfare de ton livre Fanfare, paru dans la collection Shampoing chez Delcourt. C'était une soirée assez épique, il y a les Boules Amatari qui sont venus jouer, on a passé 80 livres et 400 bouteilles de bière. Qu'est-ce que tu penses de ce score ? Hyper surprise et hyper contente et hyper fière de cette ambiance de fanfare. Ceux qui connaissaient pas ont adoré et ceux qui connaissaient ont adoré aussi. C'était très bien. C'est très bien passé. C'est un peu un retour à tes premières amours, la fanfare, parce que voilà, les premiers livres autopubliés que tu as fait, qui sont parus à peu près en même temps que moi je sais pas si c'était avant ou après, mais c'était autour de cet univers-là déjà. Ouais, on avait fait en 2004 une expo avec une copine de Mitty Collardet qui dessine aussi. Sur ce thème-là, la fanfare, j'ai commencé à jouer du trombone en 99 en arrivant aux Arts Déco. On a créé une fanfare de notre promotion et j'ai trouvé cet univers extrêmement visuel, graphique et super vivant, donc j'ai tout de suite commencé à dessiner dessus, à croquer quoi, en me disant que ça ferait un bon sujet de livre. Et puis voilà, 10 ans plus tard, j'ai fini par réussir à concrétiser ce truc. Dans ton livre, on voit qu'il y a une unité de temps. Ça se passe dans on peut imaginer 24 heures dans un festival. C'est une nuit blanche. On imagine un festival dans le sud de la France. On peut imaginer que c'est à Nîmes ou à Montpellier ou dans le sud-ouest. Je sais pas trop. Est-ce que tu avais une idée particulière ? Tu pensais à... Oui, en fait, c'est Vic-Fezensac, une ville du Gers, où on allait tous les ans
pour Pentecôte-à-Vic, une feria, la première de l'année, je crois. Et en fait, c'est devenu un rendez-vous de fanfarons. Et donc, on se retrouvait entre copains. Au début, on était, je sais pas combien on était en fait, mais les dernières années, on était 30 fanfares. C'est 10 personnes minimum par fanfare. C'était monstrueux. Et c'était génial. C'était 3 jours, 3 nuits. Là, le bouquin se passe effectivement en une nuit. Une nuit blanche. Ça commence, le soleil se couche et ça finit, le soleil se lève. Oui, et les bus passent. C'est à la fois autobiographique, soulographique aussi, évidemment, ambiance fanfare sud-ouest. Oui, l'alcool est très très présent quand même dans ce monde. Il a fallu apprendre à jouer et à boire, et j'essaye de parler de ça un peu en second plan. Le personnage principal esquive un peu le problème, elle boit pas trop. Juste à la fin, elle a un peu accumulé, donc elle finit par s'effondrer, mais c'est surtout autour, le second plan. Voilà, mais moi ça m'avait fasciné, quoi. Les gens se mettent dans un état. On voit tout un tas de personnages qui disparaissent, qui s'écroulent les uns après les autres, qui s'écroulent dans les duvets des autres, qui s'écroulent dans les poubelles. Ouais, il y a de moins en moins de monde d'ailleurs, au fur et à mesure ils sont de moins en moins nombreux forcément. Il y en a qui disparaissent effectivement, mystérieusement. Coucherie, soolographie, fanfare. C'était Gonzo Bizarro 4, en direct du Mont-en-l'Air. Introduction par Joël Hubaut autour de l'univers d'Antoine Boute, qui a donc publié au Petit Matin un livre qui s'appelle Tout Public. Suivi de Martès Bathory, qui a publié Oishi, le sans-oreille aux éditions Uchi Kuchi, de Gérald Auclin, qui a publié Incident, adapté de Daniel Arms aux éditions Uchi Kuchi également. Les intermédiaires sont d'Antoine Boute, genre de didgeridoo vocal. On a enchaîné ensuite sur Hubert Artus pour Donkey Foot et Aude Picot pour Fanfare. Je voulais juste évoquer rapidement la situation des Rocamarteaux, les éditions Les Rocamarteaux, donc qui sont en grave difficulté financière actuellement. Il leur manque 60 000 € de trésorerie. Donc il vous est fortement conseillé d'aller chez votre libraire préféré, vous fournir dans le catalogue inestimable des Rocamarteaux. Il faut absolument les sauver. C'est un éditeur indispensable aujourd'hui. On va se quitter sur une musique, un enregistrement des Hockey. C'est un groupe belge qui nous vient de Bruxelles, assez drôle, et qui faisait l'animation musicale pour le vernissage d'une jeune dessinatrice qui s'appelle Delphine Duprat, qui vient de publier le très beau Retour à eau à la 5e couche. La 5e couche qui est un éditeur qu'il faut soutenir également. Voilà, soutenez les éditeurs, soutenez les libraires, à bientôt. Dans une vallée solitaire, un clocher émerge de la forêt qui sépare la Gaume de l'Ardenne. C'est l'abbaye d'Auval. Benny,